Bonjour. Donc, ça c'est moi, je vais présenter le dernier exposé de cette table ronde. Et donc, un peu de patience encore, un peu. Et donc, je m'appelle Hirikawa de l'université de Wakayama et m'occupe surtout dans le département de l'éducation, de la formation des enseignements en anglais. Et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Ouais, mon exposé concerne non seulement l'enseignement supérieur, mais également celui de deuxième degré. Et, et donc, je voudrais aborder quels sont les objectifs de ces enseignements. Alors, quels sont les objectifs de l'enseignement de l'anglais au Japon? Et aujourd'hui, on a, depuis plus d'un siècle au Japon, il est dit au Japon que l'enseignement de l'anglais est un double objectif, objectif culturel et objectif pragmatique. Et je crois que ce double objectif est toujours légitime. Cependant, je vais parler tout à l'heure. Aujourd'hui, et il y a une cependant, comme je l'évoquerai plus tard, sur la pression forte exercée par le milieu économique, l'accent est surtout mis sur l'objectif utilitaire et anglais pour le travail, ce qui fausse le principe de l'enseignement de l'anglais au Japon et plus généralement l'enseignement des langues étrangères au Japon. Donc, euh, donc il y a ce double objectif utilitaire et culturel. Et, donc, on va voir maintenant quels sont les objectifs qui ont été fixés au Japon à la matière après la défaite de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, l'objectif principal est de former le peuple japonais apte à œuvrer pour la paix, la démocratie et la solidarité nationale. Et il n'y a que moi qui pense comme cela. Ça commence à être oublié, mais l'objectif les objectifs de l'éducation au Japon, y compris l'enseignement de l'anglais, sont définis et ont été définis par la loi fondamentale de l'éducation qui est entrée en vigueur en 1947. Elle précise, cette loi, que l'éducation a pour but le plein développement de la personnalité et la formation des citoyens dotés de toutes les qualités nécessaires à réaliser un État et une société pacifique et démocratique. Donc cette loi a été promulguée en même temps que la Constitution japonaise qui a affirmé le rejet de toute forme de guerre et l'abandon de la force militaire. C'est parce que les Japonais à l'époque étaient bourrelés de remords pour la Deuxième Guerre mondiale. Avant la guerre, le Japon avait envahi le pays voisins comme la Corée et la Chine et était allié avec les nazis allemands et les fascistes italiens pour s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour former le peuple japonais à la guerre, l'éducation scolaire a joué un rôle important. Et on va voir quelques images des matériels de l'époque. Donc, dans les manuels scolaires, il y avait des textes rendant hommage à Hitler et Mussolini. Et, et donc, le Japon s'est engagé dans la guerre avec la Chine en 1960, en 1937. Donc, il y a une couverture de manuel où figuraient les soldats japonais comme héros, revenant à un grand triomphe de leurs exploits en Chine. Et, et donc, euh, il faut enseigner il faut enseigner l'utilisation de l'anglais. Oui. Ça fait pas suffisant de donner simplement le moyen. Et, et donc, ça c'est
GE, Econ et Tank. Et donc, c'est un des manières qui a été utilisé à l'époque. Or, le Japon a connu la défaite en 1945, ce qui a entraîné un changement complet de son système d'éducation. Ça, c'est un manuel de 43. Donc, après la guerre, on a comme barré toutes les images et les mots qui pourraient évoquer la guerre. Et donc, les Japonais ont adopté la nouvelle constitution et la loi fondamentale de l'éducation en faisant le serment de ne jamais utiliser l'éducation scolaire au service de la guerre. C'est ainsi est né cet objectif de l'éducation de l'après-guerre japonaise. Le bilan de la Deuxième Guerre mondiale était très lourd, avec 3 millions de victimes uniquement sur le territoire japonais et 10 millions, voire 20 millions de victimes dans les pays asiatiques. Donc, ne devons pas oublier le fait que la finalité de l'éducation a été définie sur la base de cette terrible situation. C'est ainsi que l'enseignement de l'anglais doit avoir comme finalité la contribution à la réalisation de la paix, de la démocratie et la solidarité nationale. Et donc, l'idéal avancé par la loi fondamentale de l'éducation a quelque chose de commun avec les principes de la fondation du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, un sens créé pour la prévention des guerres et pour les échanges amicaux entre les peuples, ainsi qu'avec l'esprit du cadre européen. Cependant, alors que les Européens se sont efforcés de façon constante depuis la fin de la guerre d'élaborer des politiques d'enseignement en deux langues pour promouvoir la paix et la démocratie et la solidarité nationale. Le gouvernement japonais et son ministère de l'Éducation ont adopté une politique complètement différente. Euh, Permettez-moi maintenant de regarder de près les problèmes liés à la politique d'enseignement des langues étrangères au Japon, suivant les trois mots-clés qui ont marqué la Révolution française: liberté, égalité et fraternité, et afin de mener une réflexion sur les objectifs originels de cet enseignement. Donc, premier mot clé, c'est la liberté. La plupart des élèves japonais n'ont pas la liberté de choisir les langues étrangères qu'ils voudraient apprendre. Dans l'enseignement de premier degré et deuxième degré, presque 100% des écoles japonaises n'enseignent que l'anglais. En plus, le gouvernement a défini en 1998 que les collégiens dans la section langue étrangère doivent apprendre l'anglais en principe, en confortant l'attitude English only. Ce qui est complètement en contraire à ce qui se passe en Europe, qui a adopté le principe de pluralisme. Et vous voyez cette graphique qui indique le nombre d'élèves qui apprennent d'autres langues que l'anglais et uniquement ça c'est le ça c'est pas le nombre d'écoles, mais c'est le nombre d'élèves. Donc il y a simplement 1,3% des lycéens qui apprennent d'autres langues que et donc il y a maintenant, moi, c'est le chinois qui enregistre une hausse le plus élevée. Ensuite, il y a coréen. Donc après, même à l'université, le gouvernement a changé sa politique dans les années 90 pour permettre aux étudiants d'obtenir un diplôme en apprenant uniquement l'anglais. Cette mise en valeur exclusive de l'anglais a pour conséquence de déformer la vision qu'ont les Japonais sur le monde.
d'après les études menées en 2011 pardon, par le gouvernement, les pays dont les Japonais se sentent le plus proches et les États-Unis avec un score de 82%. Par contre, la Chine ne bénéficie que 26% et les pays moyens orientaux 14%. Lorsque l'Américain a envoyé des forces militaires en Afghanistan ou en Irak, le gouvernement japonais a apporté tout de suite son aide. Euh, et il a aidé. Et cette politique américaine, derrière l'adoption de cette politique erronée, était possible. Ne prétend pas à supposer la vision déformée des Japonais et du monde. Vision nourrie et de la place primordiale accordée à l'anglais. En effet, pendant quelques temps après la fin de la guerre, les manuels d'anglais au Japon étaient remplis de textes présentant le peuple et la culture américaine pour magnifier ce pays. Et donc, c'est à l'époque qu'on utilisait dans les et donc, dans le guide de curriculum publié pour la première fois par le ministère de l'Éducation, il est écrit que l'objectif de l'enseignement de l'anglais consiste à, je cite, mieux connaître le peuple anglophones comme les Américains, et en particulier leurs us et coutumes ainsi que leur vie quotidienne. Donc, c'est donc évident que l'enseignement des langues étrangères au Japon, d'après la guerre, avait pour objectif de former les Japonais à avoir une affinité avec les Américains et les autres peuples anglophones, anglo-saxons. Donc, ce qui correspondrait parfaitement avec la politique d'occupation des Américains ainsi qu'avec la politique qui visait une alliance militaire américano-japonaise dans le contexte de la guerre froide. C'est dire que la politique d'enseignement linguistique centrée uniquement sur l'anglais a un lien étroit avec la politique diplomatique et militaire du Japon qui permet d'installer de nombreuses bases militaires américaines à Okinawa et d'autres régions de Japon. Et les acteurs de la centrale de Fukushima qui ont provoqué des accidents catastrophiques l'année dernière ont été développés par les technologies américaines. Donc, afin que le Japon, en se séparant définitivement des bases militaires et des technologies nucléaires américaines, puisse muer en un État véritablement pacifique qui saurait travailler de concert avec les différents pays et peuples du monde entier, il est appelé à faire un virage, changement de cap sur le plan de la politique linguistique en faveur de l'éducation plurilingue et interculturelle comme en Europe. Dans cette optique, la première chose que nous devons apprendre au cadre européen, c'est dans le respect des principes du plurilinguisme, d'ouvrir dans tous les établissements scolaires au Japon des cours de plusieurs langues étrangères afin d'assurer aux enfants les libertés de choix de langue. Mais même si la situation immédiate ne permet pratiquement que l'enseignement de l'anglais, il faut envisager comment il faut bien expliquer. Il faut que les enseignants expliquent que l'anglais n'est qu'une des portes se branche sur diverses langues. Et deuxièmement, ils doivent intégrer dans les manuels d'anglais et des moyens de présenter la diversité linguistique et culturelle dans le monde. Ce type d'initiative déjà commencé à être
réalisé. Et donc, je passe au deuxième mot-clé qui est égalité. En matière de l'enseignement de langue, les enfants japonais subissent des disparités très importantes, surtout au cours de ces 10 dernières années à cause des politiques néolibérales qui ont sévi, et on constate en termes de réussite scolaire un grand décalage entre les enfants des riches et ceux des pauvres. En particulier, les enfants de la classe moyenne inférieure accusent une baisse de taux de réussite en anglais. Et les dépenses publiques pour l'éducation au Japon représentent 3,3% du PIB, ce qui place le Japon au plus bas de l'échelle parmi les 32 pays et membres de l'OCDE. À cause de cela, les parents japonais sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour l'éducation de leurs enfants. Et donc, ce qui augmente encore les disparités au sein de la société japonaise. Malgré cette situation, le ministère japonais de l'éducation continue à appliquer une politique qui n'encourage que les élèves qui sont forts en anglais. L'exemple typique est le plan d'action pour former les Japonais qui savent utiliser l'anglais. Une mesure qui a été mise en place entre 2003 et 2007 pour répondre aux attentes des milieux économiques. Celui-ci a connu sa nouvelle version en 2011 et avec le titre un peu long de 5 préconisations et les mesures concrètes pour les mettre en œuvre pour améliorer la compétence en anglais et en tant que langue internationale. Et donc, l'objectif fixé par ce document officiel consiste en la formation d'une élite qui sait utiliser l'anglais au profit des entreprises mondiales et pour atteindre cette finalité économique, l'amélioration de la compétence pragmatique de cette langue. On n'y trouve aucun idéal que l'enseignement de langue doit avoir comme objectif tel que la paix, la démocratie et la solidarité nationale. Et donc maintenant, permettez-moi maintenant de vous présenter les grandes lignes de ces 5 préconisations. Premièrement, tout d'abord, ces préconisations mettent en avant comme objectif à atteindre l'obtention du certificat de 3e degré du test d'aptitude pratique de l'anglais à la fin des études au collège et celle du 2e degré et à la fin des études. Mais pour cela, l'objectif pédagogique sera établi et rendu public sous forme d'une liste 42. Cette idée d'une liste 42 devrait être empruntée du cadre européen. Cependant, contrairement à la politique linguistique du Conseil de l'Europe, les autorités japonaises envisagent d'utiliser cette liste uniquement pour évaluer les compétences en anglais. Alors, donc, et à mon sens, dans la situation actuelle du Japon, l'utilisation facile à la légère de cas de liste serait dangereux. Deuxième préconisation, un autre objectif des 5 préconisations consiste à faire obtenir aux enseignants le certificat de première du test d'aptitude, une note de 80 points pour TOEFL et de 1630 points pour TOEIC. Mais ce dernier est un test de l'anglais d'affaires. Le TOEFL est un examen dont la réussite est nécessaire pour faire des études dans l'Amérique du Nord. Je me demande comment on peut évaluer la capacité des enseignants en anglais avec ces tests, dont le but se trouve ailleurs.
Et troisième point, il y a une autre préconisation qui consiste à imposer aux enseignants des stages intensifs et à organiser des stages aux États-Unis de jeunes enseignants japonais qui auront pour but l'approfondissement et le développement de l'alliance américano-japonaise. Ce qui me semble très bizarre comme objectif. Et quatrième point, il est écrit dans le document la possibilité d'engager comme enseignant des étrangers très compétents et des Japonais à effectuer des études à l'étranger dotés d'une compétence solide en anglais. Et donc, cette mesure me semble pas tout à fait adaptée. Et cinquième point, il est envisagé de créer une 250 d'écoles pilotes en matière d'anglais pour y investir massivement les ressources humaines et financières, ce qui contribuera encore à accentuer les disparités existantes entre différents établissements. Et sixième point, pour améliorer la motivation des élèves, il est envisagé, par exemple, de les faire participer à des concours internationaux d'éloquence. Mesure visant uniquement les élèves qui ont les meilleures notes. N'est envisagée aucune mesure à l'intention des élèves qui ne sont pas forts en anglais. La taille d'une classe avec un effectif maximal fixé à 40 élèves au Japon, ce qui est inimaginable dans les autres pays industrialisés où les conditions de travail très dures pour les enseignants. 80%, dont 90% sont obligés d'assurer les heures supplémentaires. Euh, donc, il n'y a aucun effort d'aménagement de ces problèmes. Et l'objectif principal poursuivi aujourd'hui par la politique japonaise d'enseignement des langues ne consiste pas à assurer de façon égalitaire à tous les élèves l'occasion d'apprendre des langues étrangères, mais à conforter la compétence en anglais et d'une élite qui ne représente qu'à peine 10% de la population scolaire. Et pour ça, aucune mesure n'est prévue pour augmenter le budget nécessaire ni les effectifs d'enseignants, sinon que d'imposer les objectifs chiffrés aux enseignants et les élèves. Par exemple, les pays scandinaves comme la Finlande ont réussi à mettre en place une politique d'enseignement basée sur les principes d'égalité et de coopération permettant d'améliorer le niveau de compétence de l'ensemble de la population. À mon sens, la clé pour améliorer la compétence en langue de japonais se trouve dans la politique d'enseignement basée sur les principes d'égalité et de coopération. Donc, moi, personnellement, donc, il est important de se fixer comme objectif d'assurer pour tous les enfants une compétence solide en langue étrangère. Si on les laisse à l'état d'échec scolaire, ils seront condamnés à accepter un travail irrégulier avec un salaire peu élevé ou le chômage et seront envoyés au champ de bataille comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, la troisième et dernière mot-clé, c'est la fraternité. Le principe consiste à aimer les autres comme les membres de sa famille au-delà des différences en termes de nation, langue, culture, religion. Pour ça, ce qui est indispensable, c'est d'avoir une connaissance de base de langue étrangère et de la compréhension interculturelle. C'est cet enseignement basé sur l'esprit de fraternité que j'appelle l'enseignement en linguistique contribuant à la paix, à la démocratie et à la solidarité entre les peuples. Celui-ci a un triple objectif. Premièrement, il faut envisager à travers l'apprentissage de langues étrangères de développer une attitude sensible et tolérante vis-à-vis des autres langues ou cultures afin de promouvoir entre les peuples du monde entier la compréhension mutuelle, les échanges et la solidarité aptes à servir aux grandes causes telles que la paix et la cohabitation des peuples
la démocratie et les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Deuxièmement, il faut envisager et d'apprendre aux élèves à la connaissance de base des moyens d'apprendre eux-mêmes des langues étrangères lorsqu'ils se trouvent dans des situations de les utiliser et de les faire des apprenants autonomes tout au long de leur vie. Et troisièmement, il faut envisager de faire prendre conscience aux élèves de leur langue maternelle, qui est le japonais, euh, et améliorer leurs compétences dans leur langue maternelle, ce qui contribuerait à créer de se rendre indépendants. Et donc, pour envisager ce objectif, on a beaucoup de choses à apprendre de cadre européen. Merci.